Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Dans le studio, on a Maître Moulema. Maître, bonjour. Bonjour, Bolo à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de quoi. J'ai lu votre livre, La neutralité de l'énergie et de la loi divine. Ouais. Vous avez une connaissance accrue des esprits maléfiques, hein? Ça dépend, c'est quoi l'esprit maléfique? Non, parce que des fois, vous parlez des relations avec les esprits maléfiques, des relations avec les esprits positifs. Et le c'est une positionnement réalité que nous vivons tous les jours, non? Bon, nous, on ne peut pas le constater. Ben oui, c'est pas faux, mais voilà, de tout un chacun. Et des problèmes de tout un chacun. Donc là, nous, on vit là, il y a des gens qui traitent avec les esprits. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Il y en a qui se lèvent, se matent, qui dorment tous les matins avec une intention de nuire toujours. Est-ce que traiter avec les esprits, c'est forcément nuire? Pas forcément. Et ensuite, aujourd'hui, il y a des terminologies qui commencent un peu vraiment... Parce que mais vous parlez de tout dedans, hein. Le repas nocturne, la tontine parce sorcière. que ce sont des réalités que nous avons dans nos temples. Des personnes qui viennent nous consulter. Je n'ai fait que écrire. Tu sais, c'est comme tu es là, tu fais un travail. S'il faut que tu écrives un livre demain, tu vas écrire sur quoi? Sur ce que tu fais. C'est la même chose que j'ai fait. Je n'ai écrit que sur des problèmes que nous vivons tous les jours dans nos temples. Mais il y a quand même une partie qui m'intéresse. Vous dites que chacun a un destin bien précis. Et des fois, il y a des gens qui forcent, ils demandent aux esprits ce qu'ils ne méritent pas. Mais l'esprit donne quand même, tout en sachant qu'il ne mérite pas. Et il sait ce qui va se passer à la fin. Mais oui, il est responsable des actes qu'il pose. Mais pourquoi tu me donnes alors que tu sais que ça va me porter préjudice? Non. Dans le domaine spirituel, il y a les deux polarités. Je crois que c'est ce que nous allons même discuter avec cette histoire du placenta tout à l'heure. Il y a les deux polarités. Ce que les gens appellent les anges ou quoi. Tu vas prier un ange, par exemple. Je prends l'expression parce que les anges ne savaient rien dire. Tu vas prier un ange, tu lui demandes un service. Il regarde le service. Il ne peut pas rendre ce service parce que ce n'est pas dans ses cordes. Il va s'adresser à son opposé. Parce qu'il y a toujours un opposé. D'accord. De la même manière que tu es homme sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, tu as l'autre entité, qui est ton double, qui est ton ange gardien, qui est une femme. Qui est une femme. Et c'est elle qui va attirer vers toi un genre de fille. Tu ne vas pas aimer n'importe quel genre de fille. Tu as un genre de fille que tu aimes. C'est comme ça, c'est une loi. Si ce sont les policières, tu vas voir que tu ne sors qu'avec les gens des corps. Quoi? Non, c'est par rapport à l'exemple. Alors, non, mais le livre, là, m'a quand même donné de la sueur dans le dos. Oui, j'ai tout lu, je l'ai. Moi, il y a un sujet, justement, parce que moi, j'ai celui-là. J'ai pas lu ça. Alors, aujourd'hui, on va parler le placenta et le cordon ombilical de nos sociétés secrètes africaines, précisément Bantou. Donc, c'est à la fois un sujet intriguant et profondément enraciné dans les pratiques culturelles et spirituelles africaines. Donc, il explore les éléments fondamentaux de la vie humaine, interprétés à travers des perspectives culturelles, mystiques et sociales spécifiques. J'étais en train de lire ce livre-là, donc Cosmologie, Cosmogonie, Tradition et Initiation. Arrivé à la page 20, franchement, le riz du placenta et du cordon ombilical, je ne comprenais rien. Entre la conjonction entre le soleil et la lune, notre jumeau, si tu es un homme, tu as une femme, tu es une femme, tu es un homme, je comprenais absolument rien. Mais je sais qu'à chaque fois que les grands-parents parlent du placenta, c'est toujours, il faut bien enterrer le placenta quelque part, tu vois, parce qu'il y a aussi un lien avec l'avenir de l'enfant. Et puis je me disais que, mais où est le rapport entre enterrer le placenta, le cordon ombilical et l'avenir d'un enfant? D'autant plus que quand tu regardes certains documentaires ailleurs, il y a des femmes qui mangent leur placenta. Et en Chine, par exemple. On a oui, en Chine, au Japon. Voilà, on a par exemple Kim Kardashian qui a montré dans sa télé-réalité comment est-ce qu'ils ont séché et puis qu'elle a mangé le placenta parce que pour elle, c'est une force. Force, comment est-ce que c'est sur le domaine mystique, forcément? D'où on a fait venir Maître Moulema pour nous apporter plus d'informations sur le placenta et le cordon ombilical de nos sociétés secrètes africaines. Est-ce que ça vibre, le placenta et le cordon ombilical? Ça vibre. Je pense que pour pouvoir répondre à la préoccupation de René Ruth, il faut d'abord essayer d'arriver à comprendre pourquoi nos ancêtres
ont-ils mis un tel rite en pratique? Parce que si on ne peut pas comprendre comment les ancêtres sont arrivés à mettre les rites en pratique, on ne pourra pas comprendre le processus du placenta. Et ensuite, le gros problème qu'on a souvent dans nos traditions, c'est qu'on veut toujours écarter la spiritualité de la science. Ce n'est pas possible. Nos ancêtres, quand ils ont marché, quand ils ont monté les rites, la science et la spiritualité allaient de pair. La science n'était que le corps physique et la spiritualité n'était comme, disons, l'âme qui animait cette science. Donc, pour nos ancêtres, quand ils ont pris conscience de la vie et de la mort, qu'ils ont commencé à sacraliser, parce qu'on n'enterrait pas avant les morts, on les laissait n'importe comment. Mais quand on a pris conscience, nos ancêtres ont pris conscience de l'existence de la vie et de la mort, qu'il y a quelque chose après la mort, ils ont commencé à monter les rites. Mais pour monter ces rites-là, il fallait qu'ils observent la nature, afin de pouvoir s'arrimer à cette nature-là, comme une espèce de marche-pied pour arriver jusqu'à l'inconnu. Alors, l'inconnu, l'inconnaissable, l'insaisissable, l'innommable, Eyo, dans nos traditions, je préfère dire Eyo parce que je suis gabonais, ou Moukoukou Kanza, parce que je suis gabonais, quelqu'un veut lui donner son nom qu'il veut, ce n'est pas mon problème. Quand ils ont pris conscience que cet être-là, il est dans un état androgyne, parce que pour qu'il y ait manifestation de la vie avec grand V, I-E, il faut les deux polarités pour manifester la vie. Donc, quand ils ont pris conscience que cet être, il est androgyne, et que cet être s'est divisé à un moment, il y a une polarité masculine, une polarité féminine, il fallait qu'ils comprennent comment le processus fonctionne. Mais puisque tu ne peux pas étudier Eyo dans son état infini, tu ne peux pas, on ne le connaît même pas. Donc, on ne peut que l'étudier à travers ces différentes manifestations. Et parmi ces manifestations visibles, il y a le soleil et la lune. Vous allez constater, vous les femmes, que quand vous êtes en règle, avant on disait, vous avez la maladie de la lune. Une jeune fille, on l'appelle Ngron, Ngronde. La lune, on l'appelle Ngron, Ngronde. Donc, il y a eu ces analogies entre ce que nous voyons et l'état de la division de l'énergie. Parce que pour étudier Eyo, dans son état, il fallait qu'on étudie ce que nous voyons, afin d'appliquer les lois, ceux qui sont en haut comme ceux qui sont en bas, ceux qui sont en bas comme ceux qui sont en haut. Du coup, ce qui est dans le visible sera comme ce qui est dans l'invisible et vice-versa. Donc, la femme a été symbolisée par la lune. Vous allez voir que les règles menstrues, c'est 28 jours, comme on nous a enseigné à l'école. La lune a un cycle lunaire, le cycle lunaire est pratiquement de 28-29 jours et demi. Il y a 4 phases. Il y a les 4 phases. La femme s'appelle Ngon, une jeune fille, Ngon. La lune, Ngon. Et l'homme a été symbolisé aussi par le principe masculin, le soleil. Alors, en observant les astres, vous allez constater qu'à un certain moment, il y a ce qu'on appelle la nouvelle lune. Puisque je ne peux pas étudier Eyo dans son état infini, mais je peux l'étudier à travers sa manifestation, à un moment, on voit le soleil et la lune avoir ce qu'on appelle une conjonction. Voilà, ou une éclipse. Ça fait comprendre à nos ancêtres que, tiens, ok, d'accord, ça veut dire qu'au commencement, cet être-là que je ne vois pas et que je ne connais pas, il était un. Et il s'est divisé. Alors, s'il s'est divisé, si Eyo existe, s'il existe réellement et qu'il s'est divisé, il faut que dans l'être humain, je puisse trouver le point d'impact qui a divisé l'énergie. Parce que c'est une loi mathématique logique. Si quelque chose je ne vois pas, ça doit laisser une traçabilité dans la matière. Puisque Dieu, le Eyo existe, Moukoukou Kanza existe, je ne le vois pas. Mais il faut que je trouve sa traçabilité dans la matière. À partir de ce moment, on utilise la science. On va te dire que l'organe, le phallus, est un organe érectile et qui a un prépuce, mais le clitoris aussi est un organe érectile qui a un prépuce. Si tu joins l'urètre, le clitoris dans l'urètre, tu as le point de division de l'énergie. Parce que les deux prépuces vont se recoller et tu as le point de division. Donc, du coup, on a compris que nos ancêtres ont compris que l'être devait être net dans un état androgyne. Et maintenant, on a regardé autour de nous. Les escargots sont hermaphrodites. Vous savez très bien qu'il y a des êtres, même ici au Gabon, des personnes qui naissent avec deux sexes. Ils sont là. Donc, l'homme devait naître androgyne. Mais du moment où ils ont commencé à constater que l'homme naît en tant qu'individu simple, sans son double, alors où est passé le double? Mais puisque c'est la manifestation de la vie, ils ont conclu que, par analogie, le double devait être donc ce placenta qui t'enveloppe. L'autre, ta moitié, t'envelopper pour que tu puisses avoir l'existence, la vie.
à partir de ce moment, la terre, ayant considéré que la terre, par analogie, lorsqu'on met une graine dans la terre, qu'est-ce qu'il produit? Elle germe. Donc, elle fait les mêmes manifestations qu'un placenta. Donc, à partir de ce moment, quand un enfant naissait, on reprenait donc le placenta, on le refaisait retourner spirituellement, symboliquement, sur les plans spirituels, par le rituel d'enterrement. Parce que pour mettre en mouvement l'invisible, il faut procéder à ce qu'on appelle un rituel. Attention, quand je dis rituel, vous ne pensez pas qu'il faut faire tout un tas de cérémoniales. Même la prière est un rituel. Le fait de prendre juste une position, vous êtes déjà en train de faire un rituel. Donc, pour mettre en mouvement l'invisible, il faut des rituels. Le rituel, c'est forcément enterrer aussi le placenta. Non, ailleurs, ici, vous allez voir que dans la zone, très souvent, on enterre. Et souvent, on n'enterre pas n'importe où. Parfois, il y a même des arbres bien spécifiques qu'il faut enterrer. Mais si vous allez en Afrique de l'Ouest, ils vont te mettre ça dans des espèces de pots de terre, mais qui renferment le même symbolisme. Parce que quand tu prends un pot, c'est la matrice féminine. Donc, c'est symboliquement, même dans nos morts, quand on enterre le mort, on dit on te refait retourner dans la matrice de ta mère. Symboliquement, c'est par analogie. Mais la mère, elle aussi, spirituelle. Et pourquoi c'est fréquent d'enterrer le placenta à un endroit précis, comme près de la maison ou encore d'un arbre? Bien, il y a ce qu'on appelle des émetteurs et des récepteurs. OK? Si je mets un capteur ici, ça veut dire ce côté-là va toujours attirer la même énergie. Mais puisque l'homme est composé de fines particules poussiéreuses d'atomes lumineuses, ça veut dire que ton corps où tu es là, tu attires une certaine qualité d'énergie. Donc ton placenta, qui va détenir tous les signes de ton destin, parce que on ne laissait pas n'importe qui aller enterrer le placenta, à l'époque de nos mamans, tu n'es pas n'importe qui, tu ne pouvais pas donner n'importe qui le placenta de ton enfant, parce qu'il peut, avec ton placenta, faire du bien à ton enfant ou faire du mal. Il peut programmer ton enfant. Donc, ce placenta-là, donc, c'est toi-même. C'est encore toi-même. C'est une partie de toi-même. Parce qu'une partie de toi, c'est toi-même. D'accord? Donc, c'est toi-même. Donc, en l'enterrant ça à un endroit bien précis, très souvent dans ton village, en faisant en sorte que, c'est pour ça que quand quelqu'un meurt même aux États-Unis, c'est là où on connaît quelle est ta vraie nationalité. Parce que même si tu as menti pendant des années, on va toujours te ramener dans ton village. En fait, tu veux toujours retourner dans ton village. Donc, tu as toujours tendance, de cette même manière, spirituellement, le placenta va attirer les énergies vers... Est-ce que c'est un moyen de protéger l'enfant ou d'attirer simplement les bénédictions des ancêtres? Ça protège, ça attire des bénédictions. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que le placenta qui est fait dans ce genre de rituel, il y a même la circoncision. Le prépuce du jeune garçon est souvent enterré. Normalement, au village, ce n'est pas aujourd'hui là où on va maintenant à l'hôpital, on nous fait des opérations. Non, mais dans nos traditions, selon la loi d'analogie, on enterrait le placenta au village. Est-ce qu'il y a des interdits ou encore des précautions à prendre lors des rituels impliquant le placenta ou le cordon ombilical? Des interdits. Bon, ou ça dépend de la famille? Oui, non, ça dépend. Aujourd'hui, les gens ne connaissant plus un certain nombre de lois, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir déjà même une femme est enceinte, elle peut dormir comment? Elle va voir un rêve, on vient lui dire, bon, l'enfant qui est là, il va s'appeler Ndong. Mais quand l'enfant vient au monde, on l'appelle maintenant Michael Jackson, je ne sais trop quoi, alors que tu as bien rêvé qu'il s'appelle Ndong et que c'est un être de ta famille qui revient sur le plan physique. Donc, les précautions, c'est de l'enterrer, de faire ça dans le village. Parce que chacun est lié par ce qu'on appelle un totem. Il y a un lien entre le totem et le cordon ombilical? Oui, il y a un lien. Parce que dans la science, quand vous l'étudiez, on va te dire, regarde un spermatozoïde, il est comme un poisson. N'est-ce pas? Donc, à un moment, quand tu es dans le ventre de ta mère, à un moment, ta fréquence vibratoire va s'accrocher à une des fréquences vibratoires d'un élément ou d'un animal de la nature. Donc, du coup, en s'accrochant à cette fréquence, tu vas avoir un lien avec cet animal. D'où tu vas éviter de manger cet animal. D'où vous pouvez voir des personnes, quand ils rentrent en transe, c'est le mami wata, comme un poisson. C'est un gorille, c'est un ceci. Parce que son lien, la fréquence vibratoire avec laquelle il vibre, est accrochée au lien de cet animal-là. Et nos ancêtres
connaissait toutes ces choses-là. Voilà pourquoi chaque village, chaque individu a un lien bien particulier avec certains aliments, avec certains animaux. Il ne peut pas manger. Il y a des nourritures, par exemple, ou des viandes ou quoi. Si tu manges, tu te mets à vomir, tu te sens mal à l'aise. Parce que tu ne peux pas manger ça parce que vous êtes dans une même fréquence. Est-ce qu'on peut donner notre placenta en sacrifice aux esprits? Ça dépend maintenant c'est quoi esprit aussi. Parce que là, vraiment, les mots que les Français nous ont mis là, nous ont amenés dans tous les sens. À certaines entités. Aujourd'hui, tu sais, à force d'étudier l'égyptologie, je me rends compte que, oh wow, mais nos ancêtres, des choses qu'ils ne racontaient pas, mais le français a tellement réduit les choses. On va dire à certaines entités. Bon, donner ton placenta, c'est-à-dire... Non, donner le placenta de l'enfant. Ça va dépendre. De le fait déjà de faire ça, tu es déjà en train de le faire retourner à une certaine fréquence, donc aux ancêtres qui sont de l'autre côté. Parce que quand tu es quitté là-bas, tu as dit à la famille là-bas, par analogie spirituellement, que je vais sur terre pour faire ça. Mais une fois que tu reviens sur le plan physique, tu es frappé par ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Donc tu oublies tout ce que tu as dit aux ancêtres de l'autre côté que tu venais faire. Oui. C'est maintenant les initiations et toutes ces petites choses-là qui peuvent te faire revenir la mémoire de ça. Maintenant, si je prends le placenta, que je vais faire du mal, effectivement, en allant faire le rituel, je vais prononcer des incantations négatives. Donc, je vais attirer maintenant vers le placenta de la personne des forces plutôt qui vont perturber. Moi, j'appelle ça un peu comme un programme informatique. Oui. Hein? Je mets un virus qui va perturber maintenant le programme de la personne. Et la personne, en grandissant, se rend compte qu'elle n'a que des problèmes. Ça ne va pas. Donc, il faut aller maintenant voir un ganga ou quelqu'un d'autre qui va rectifier le tir. Est-ce qu'il y a des gangas qui peuvent capter ça, que celui-là, le problème qu'il a, c'est en rapport avec son placenta? Oui. Lors d'une consultation, il fait ça. Tu as déjà eu des cas comme ça? Des cas avec... des affaires de placenta? Oui, très souvent, on a des cas qui s'amènent. Certains les rectifient très souvent par des initiations. D'accord. D'autres, on peut faire des rituels appropriés pour pouvoir rectifier le tir. Parce que soit quelqu'un a pris le placenta et allé enterrer et a prononcé des paroles maléfiques sur la personne que ouais, parce que ce qui est sûr, vous savez, nos ancêtres avaient tellement de connaissances que quand il est assis au corps de garde, le fait seulement que tu pousses un cri, il sait déjà que l'enfant qui vient de naître là sera riche, sera ceci, sera cela. Mais s'il y a un malveillant à l'intérieur qui sait que l'enfant de Daphné doit être président de la République, non, après le mec va me faire le malin, il va... Non, je dois gaspiller l'enfant. Donc, tu comprends qu'il faut rectifier le tir de l'enfant. Parce que si c'est une femme à qui on a donné le placenta d'aller enterrer et qu'elle a fait ce genre de rituel, il faut rectifier le tir. Qui est censé enterrer le cordon ombilical? Est-ce qu'un père peut le faire? Non, très souvent, c'était au village, ou ta maman, ou ta grand-mère, qui partait faire le rituel. Ce n'était pas un homme qui prenait le rituel pour aller faire, non. Parce que c'est une affaire de femme d'abord. La preuve, si je prends le fond, Nia c'est la maman, mais Nia aussi c'est le placenta. C'est pas ça. Pourquoi le nom du placenta c'est le nom de la maman? Parce qu'il y a un lien. D'ailleurs même, la science nous le dit. Jusqu'à 4 semaines, Daphné, tu étais une fille dans le ventre de ta mère. Tu sais ça, non? Non. Moi, je suis une fille. Moi, je suis une fille mélangée avec un homme. C'est à partir de la 5e semaine. Et une partie de ma mère. C'est à partir de la 5e semaine, 6e, qu'on commence à définir le sexe de l'enfant. Voilà. Donc, il y a un lien de la femme très fort avec ces choses-là. Donc, c'est la maman ou la grand-mère qui partait faire le rituel. Bon. Est-ce que c'est dangereux de ne pas savoir où on a enterré son cordon ombilical? Non, c'est pas dangereux. Ça veut pas Est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. Ce n'est qu'un rituel qui devait servir comme marche-pied, mais qui t'attachait beaucoup plus au lieu où vous êtes parti. Parce que dans ce lieu, vous allez créer des forces, des énergies qui vont t'apporter de la chance, de la bénédiction, en fait, pour que ta vie puisse mieux marcher. Maintenant, on a des personnes, effectivement, qui ont des problèmes, ne sachant pas, n'ayant pas fait tous ces rituels, peuvent avoir des problèmes. Il y en a. Tu n'as pas de direction de la vie, tu ne sais même pas où tu vas, tu es canalisé dans tous les sens. Maître Moulema, comment faire pour vous contacter? Je pense que
Ruth René a moi en contact. Et avoir vos livres aussi, parce que vous écrivez beaucoup. Ah oui, je suis même en train de faire un 4e là. Et là, ça va quand même. Mais toutes ces révélations-là dans la neutralité de l'énergie et de la loi divine, toutes ces révélations que vous faites à propos des esprits et de leur opposé, vous êtes en contact avec eux apparemment. Parce que vous avez des définitions qui sont très pointues et puis vraiment précises. Est-ce qu'il faut dire je suis en contact? C'est peut-être pas ça. Vous savez, chacun naît avec son destin. On n'est pas sur Terre par un jeu de hasard. Moi, je dis, c'est une mission qui m'a été donnée. J'ai un don, j'ai fait des recherches, je fais des recherches. D'accord? Ayant à un moment compris que, bon, écoutez, si je continue à suivre plutôt les expériences et les écrits, soit occidental, soit ce qu'on m'a enseigné dans le christianisme, soit je ne vais pas y arriver, il faut que je retourne à la source. Mais plus qu'aujourd'hui, nous sommes tous unanimes que ceux qui ont créé la civilisation, ce sont nos ancêtres. Et ils ont mis ça à l'apogée dans ce qu'on appelle l'Égypte. Et qu'en Égypte, ils ont laissé des écrits. Mais tous les jours, ce sont les Européens qui sont là-bas en train de faire des recherches sur les choses que nos ancêtres ont laissées. Nous-mêmes, on ne peut pas même plus regarder. Donc, du coup, je suis retourné quand même à la source parce que l'Égypte doit être pour nous comme la Grèce est pour l'Europe. Aujourd'hui, quand un Européen veut parler, il va te parler de Pythagore, de Thalès, de Platon, de machin. Mais tous c'était des Grecs. Mais ces Grecs-là, ils ont appris où? En Égypte. Bon, pourquoi maintenant, moi, ce sont nos ancêtres qui ont fait la civilisation égyptienne, c'est-à-dire tout ce qui est à la base de la civilisation aujourd'hui, des rites, des coutumes, des religions, sortent de l'Égypte. Bon, maintenant, moi, en tant qu'Africain, je laisse ce que mes ancêtres ont fait pour aller me casser la tête. Donc, je suis retourné à la source. Et à la source, j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait pas dissocier la spiritualité et la science. Donc, il faut agencer les deux pour pouvoir arriver à trouver des réponses justes. Parce que tout est énergie. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui va te révéler. Moi, quand j'entends quelqu'un me dire « Oh non, c'est un miracle » ou bien « C'est une révélation », je lui dis « Non, arrête-moi tes conneries. Quelle révélation ? Qui t'a révélé? Il y a qui là-bas? Assis là-bas quand tu vois quelqu'un avec une longue barbe, assis, s'appelle Dieu, il te dit « Ouais, je viens dans les rêves ». Je ne dis pas que la révélation n'existe pas, mais elle est personnelle. Mais comme l'a dit René Rue tout à l'heure, comment se fait-il que l'autre qui est en Afrique de l'Ouest, l'autre qui est au Gabon, l'autre qui est en Afrique du Sud, etc., on ait les mêmes rites? Les rites qui ont les mêmes bases et les mêmes objectifs. C'est parce qu'à un moment, on observait la même chose. Tout le monde peut être d'accord que si nous voyons la caméra là, dans une certaine position, là on peut être d'accord, même si tu es où, mais tu peux être d'accord avec moi que je vois le soleil tous les jours, le soleil fait comme ça, donc je peux faire un rite comme ça. Mais donc ce n'est pas une révélation. D'accord. Merci Maître Moulema avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On va retrouver dans quelques minutes une autre rubrique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.